Donc on va faire une présentation de où on en est sur la réglementation avec un petit jeu, puisque là on va parler à peu près de tout ce qui était sur les toilettes sèches, de la partie eau ménagère notamment. Donc on va faire un petit zoom là-dessus, et notamment de l'expérimentation, France Expérimentation qu'on porte, qui nous pose aussi beaucoup d'interrogations dans le processus vis-à-vis de ce qu'a notamment abordé Fabien ce matin, sur quand réglementairement ça bloque, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et là, c'est la voie qu'on a choisie pour le traitement des eaux ménagères. C'est qu'en France, il y a plein de dispositifs. On peut modifier une réglementation, on peut déroger comme on le fait là sur la lecture biologique de l'INAO, on peut aller déposer, faire déposer par les députés des amendements. Et là, la voie qu'on a appris nous, parce qu'on n'en trouvait plus, avec l'accompagnement du ministère de la Santé et du ministère de l'Écologie, c'est de faire un peu de France Expérimentation. Donc on va vous présenter un peu ces éléments-là, donc je passe la parole, c'est moi qui marque. Donc on va passer assez vite, mais voilà, donc tout le site et ce pourquoi on fait ça. Juste peut-être pour vous remettre en ligne de mire cette historique de l'RAE, la première rencontre, on a 20 ans aujourd'hui, donc c'était en 2006, avec la cité, Saint-Michel-de-la-Palo, voilà, on était deux encore, je crois qu'on est là, ou trois, peut-être présents à cette première rencontre en 2006. Le 2007, c'est notre première participation et d'échange avec le groupe du Canal, notamment lors des assises de Cahors. Et puis 2009, c'est arrivé, on commence à voir apparaître clairement les toilettes sèches. Et puis on commence à mettre en place des systèmes de formation qui s'appellent à l'époque pédopération. Donc maintenant, vous avez vu le changement de nom qui nous a été fait au sein du PANAC, donc ça s'appelle maintenant le travail de bois, donc des études de suivi in situ. Des études avec l'INRAE, donc l'INRAE aujourd'hui un partenaire clé et très important pour nous parce que c'est notre partenaire de la recherche scientifique publique française. Et on insiste bien là-dessus parce qu'on y tient de rester dans ce cadre-là. Donc là c'est vraiment notre partenaire aujourd'hui. Passer par cet avis de l'ANSES qui est pour le ministère de la Santé c'était une obligation, donc il fallait passer par cet avis de l'ANSES. Et puis pour arriver à cet arrêté dérogatoire à France Expérimentation qui nous permet d'aller vers l'intégration, c'est l'objectif, et vers une modification de la réglementation en 2022. Donc je passe la parole à Arnaud pour un petit point réglementaire. J'ai l'avantage à la fois d'intervenir en tant que spanker, mais aussi d'être bureau d'études pour le filtre dans la loi des toilettes sèches. Et se pose la question donc de l'assainissement des eaux ménagères, ce qu'on appelle les eaux grises, qui viennent de la vaisselle, de la douche, de la cuisine. Alors, quand je révise une étude pour le filtre dans la loi, la première partie que je traite pour changer de paradigme, ce sont les toilettes sèches. Pour bien expliquer au SPANC que c'est ça qui est le plus polluant entre guillemets, le plus contaminant. Dans le cas des eaux ménagères, on n'a que 10% des matières en suspension et 19% de la TBE. Donc c'est très peu. Donc déjà, réfléchissons au traitement des matières fécales et des urines, et après, réfléchissons au traitement des eaux ménagères. Parce que c'est là que ça va coincer au niveau de la réglementation. Si on reprend l'arrêté du 7 septembre 2009, il nous reste très peu de solutions pour le traitement des eaux ménagères. Bon, si on prend l'article 17 spécifique aux toilettes sèches, voilà ce qui est marqué: en cas d'utilisation des toilettes sèches, l'immeuble doit être équipé d'une installation conforme, c'est là-dessus que ça va commencer, au présent arrêté afin de traiter les eaux ménagères. C'est quoi une installation conforme? Si on continue à lire cet article 17, on voit que ça va être conforme aux dispositions des articles 6 et 7. Ça ne vous dit rien, c'est pas grave. L'article 7, ce sont les systèmes agréés. Microstation, filtre compact, filtre planté inclus. Or, ces installations ont été testées avec des eaux domestiques, c'est-à-dire des eaux ménagères, plus les eaux ovales. Donc moi, voilà ce que je mets. Elles n'ont pas été, ces installations n'ont pas été conçues, puis testées, et enfin approuvées et donc agréées pour réaliser un traitement exclusif des eaux ménagères.
Donc, par exemple, le filtre planté qu'on va dimensionner à 1 mètre carré au lieu de 2 mètres carrés par équivalent habitant fait partie des systèmes agréés, mais il n'est pas destiné à ça, même si ça marche très bien. Voilà comment on va pouvoir défendre le filtre à broyat de bois. Après, prenons l'article 6. L'article 6, c'est pour tout ce qui est conventionnel, c'est-à-dire la fosse toute eau et le champ d'épandage. La fosse toute eau, dans la réglementation, doit faire obligatoirement 3 mètres cubes, elle ne peut pas faire moins. Le champ d'épandage, c'est à notre arrêté, doit être réalisé par au moins 2 tranchées d'épandage, pas une seule. Mais il n'y a pas de taille minimale. On peut les faire d'1 mètre de haut, mais il faut qu'elles soient doubles. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? C'est la fosse toute eau et un tranchée d'épandage. Et effectivement, il y a des toilettes publiques sèches qui sont installées en bord de route, etc., qui utilisent ce système-là. Dernièrement, pas loin de chez moi, j'en ai visité une qui était là. J'ai ouvert les couvercles, j'ai vu la fosse, j'ai vu le champ d'épandage très limité derrière. Ça, c'est conforme. Donc, ce qu'il faut défendre auprès du SPANC, c'est qu'on ne va pas poser quelque chose d'aussi lourd pour traiter quelque chose d'aussi peu polluant. Des SPANC défendent le bac à graisse. Parce que voilà ce qu'ils disent dans la réglementation, mais qui est mal interprété. Je le cherche. Les ovales peuvent être traités séparément, donc c'est un des articles. Les ovales peuvent être traités séparément des eaux ménagères, ah, ça c'est intéressant. Dans le cas de réhabilitation, et c'est là la partie importante, de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière. Cette filière, elle a été conçue entre 1982 et 1996. Et c'est des filières qui nécessitaient un certain nombre de conditions pour être mises en œuvre, dont une autorisation de la DAS. Ça n'existe pas, on ne le retrouvera pas. Donc, quand un SPANC dit mettez un bac à graisse de 500 litres suivi d'un champ d'épandage, ça ne correspond pas à la législation. Conclusion, donc ça va être rapide mon intervention. Conclusion, d'un côté, vous avez la possibilité soit de poser une fosse toute eau de 3 mètres cubes suivie de 2 tranchées d'épandage, dont le bilan carbone va être désastreux, parce qu'il va falloir faire une excavation à la pelle mécanique pour la fosse, les tranchées, l'acquisition d'une fosse de 3 mètres cubes en béton ou en plastique, la pose de 2 ventilations en PVC diamètre 100 mm, la pose des drains, et ensuite l'apport de granulats qu'il aura fallu trier, extraire, trier, laver, transporter. Contre, de l'autre côté, juste une tranchée que vous pouvez faire à la main, puisqu'il ne faut que 40 cm de profondeur, 1 mètre carré par équivalent habitant, que vous remplissez de broyats de bois qui seront un piège à carré. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Arnaud, il adore répondre à toutes les questions, et il nous fait de super exposés. Donc voilà, il faut nous tenir tout à la matinée, il faut nous tenir en ligne sur la réglementation. Oui, on rappelle plusieurs fois. Donc, on a une chaîne. Donc du coup, après, merci beaucoup Arnaud. Donc, concernant... La technique, c'est pas facile, vous avez vu. Voilà. Donc bon, ça, Arnaud peut rappeler, c'est notamment qu'est-ce qui reste dans les eaux ménagères, MES, c'est Natural Expansion, un DCO, des données chimiques à l'oxygène, un DBO5, un nombre biologique à l'oxygène, un niveau. Donc vous voyez ici, dans les eaux ménagères, c'est très faible la quantité, et c'est pour ça qu'Arnaud a tiré cette conclusion. Donc dans les règles techniques de l'arrêté du 31 mars 2023, donc on est sur 1 mètre carré équivalent habitat, on dit qu'il faut 2 filtres au minimum. Les dimensions d'un filtre, c'est 2 mètres, entre 2 et 5 mètres. C'est entre 20 cm de profondeur et 6 de la largeur, pardon, et la profondeur c'est 40 cm maximum. Et le chute d'eau très important,
Et ça, quand on le rappelle à chaque fois, c'est un peu notre difficulté aujourd'hui sur les installations sur le terrain, toujours une chute d'eau ici pour que les matières en suspension puissent se déposer sur le filtre et être consommées. Voilà. Donc ça, c'est ce que dit l'arrêté aujourd'hui. Et pour rappeler que lors de cet arrêté, il y a eu quand même un engouement, parce qu'on a eu plus de 250 candidatures. De part, le partenariat avec Miraillet, il était possible de suivre, parce que vous avez bien compris, on fait ce travail avec aujourd'hui Vincent qui va prendre la parole suivant. Mais c'est un vrai travail de suivre les installations de cette façon scientifique et plus de suivre renforcer le partenariat avec Miraillet. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné que 30 à la fin. Donc les critères de sélection, c'était le type d'habitat, le type de sol. On va se mettre dans les conditions les plus difficiles, les plus défavorables, de manière à se dire, voilà, dans les plus défavorables, on y arrive, donc dans les autres, ce sera plus facile. Le nombre de cubes à l'habitat, on prend des installations conséquentes, c'est-à-dire toujours pareil, être dans des conditions défavorables. La pente à l'alimentation, la surface disponible. Les objectifs sont être le plus représentatif possible et montrer la diversité des situations. Merci. Donc, effectivement, moi je suis Vincent, je suis le salarié du RAE, si vous ne connaissez pas. Et je suis en charge de faire le suivi de cette expérimentation nationale qui est unique dans le paysage de l'assainissement collectif. Et là, on est vraiment en plein milieu de cette expérimentation, entre 2023 et 2028. Et avec du coup, depuis 2023, je fais le suivi de tous les sites, avec du coup un tour de France chaque année. Je vais à la rencontre des gens pour savoir comment se passe l'utilisation de leur installation de traitement des eaux grises par filtre à broyade. Donc ça fait à chaque fois un super moment avec des bureaux d'études, et certains d'entre vous là, qui ont pu être invités, des particuliers, des élus, des professionnels de l'assainissement qui se joignent à ces visites. Donc là, juste pour 2025, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont pu être sensibilisées à la question du traitement des eaux grises lors de mes visites. Et en même temps, comme vous l'avez rappelé, on prend le temps de parler de toilettes sèches, de parler aire de compostage des matières de toilettes sèches, parce que c'est bien là qu'est concentrée la majorité de la ressource ou des risques, suivant comment on voit la chose. Donc sur ces premiers apprentissages, on a du coup, sur ces 30 sites, il y a 4 sites qui ont un suivi scientifique poussé par l'INRAE de Lyon, qui est vraiment l'institut de recherche de référence sur l'assainissement collectif, donc anciennement ISTA. Donc on a 4 sites avec un suivi scientifique poussé. Et les autres sites, c'est vraiment un suivi par l'usager, avec un cahier de vie d'ouvrage à remplir annuellement. Du coup, moi je fais la collecte de ces cahiers de vie et leur analyse. Donc là, sur les premiers retours, on se rend compte que le dimensionnement est adapté. Donc ce 1 mètre carré de surface par équivalent habitant, il est adapté même sur des sols peu perméables, peu infiltrants. L'infiltration se fait rapidement dans la tranchée. Et sur les sites fortement argileux, très peu perméables, on se rend compte qu'il faut quelques mois avant qu'on ait vraiment... là, ce qu'on essaie de créer, vraiment, c'est un sol qui soit le plus vivant biologiquement pour dégrader ces molécules qui sont majoritairement organiques et biodégradables. Donc on essaie de mettre en place les conditions les plus optimales pour dégrader ces molécules. Donc on essaie de créer un sol vivant, un sol de forêt, et on se rend compte qu'il faut quelques mois avant qu'on ait vraiment la vie du sol qui soit optimale, qui soit pleinement établie. Donc du coup, cette vie du sol qui va permettre de recréer des conditions d'infiltration sur les sols peu perméables. Donc ça met quelques mois à s'installer. Cette question de la chute est importante parce qu'on a du coup les graisses qui vont arriver en surface du filtre et qui vont être dégradées directement par la vie du sol. Donc on n'a vraiment pas de préfiltration ou de bac dégraisseur parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas entretenus sur le long terme. Donc on a vraiment les eaux grises qui arrivent en surface des filtres avec du coup les graisses qui vont être dégradées simplement par la vie du sol. Et on suit notamment un site à La Réunion où il y a beaucoup de graisses issues du lavage de riz et en même temps de la cuisine avec beaucoup de friture. Et en fait, bon, c'est un autre contexte aussi de température, mais les fourmis rouges elles se régalent à dégrader ces matières organiques. Et voilà, et quand il y a des pompes de relevage, il y a parfois du broyat qui peut déplacer, donc c'est un apprentissage, un retour qu'on a. L'entretien d'un filtre à broyat de bois est très simple et consiste majoritairement à désherber la surface du filtre et à maintenir le broyat au niveau du sol, tout simplement. Donc on se rend compte que l'ajout de broyat n'est pas systématique en fonction des sites. Ça dépend vraiment du type de broyat qui est mis initialement, entre sa granulométrie, son essence,
comment il a été tassé. Et sur les sites qui ont rajouté du broyat, donc là c'est à peu près 50% des sites pour l'instant, la plus grosse quantité de broyat rajoutée, c'est vraiment la première année, quoi. On va avoir un affaissement du broyat à l'usage la première année. Et du coup, le broyat va être plutôt rajouté la première année et après les ajouts vont s'espacer. On a remarqué, grâce à cette expérimentation, qu'il y a certaines personnes qui vident complètement leur filtre pour récupérer le broyat pour mettre au potager. Donc ça fait une super matière organique pour leur potager, mais ce qui est complètement contre-productif parce que, comme je vous disais, on essaye vraiment d'installer toute une vie du sol la plus riche, une macrofaune la plus riche pour dégrader ces molécules. Donc si on retire tout le broyat, on retire toute la vie du sol, il faut encore quelques mois pour que la vie s'installe. Et sur les commentaires satisfaction, on a des utilisateurs super contents. Parce que comme vous disait Arnaud, le contexte actuel, pour les personnes qui sont équipées de toilettes sèches, la seule filière réglementaire, c'est fausse toute zone 3000 litres et un épondage. Donc avec un coût économique et environnemental qui est vraiment conséquent. Donc là, les personnes qui ont été sélectionnées, elles ont simplement des tranchées à faire dans le sol et avec du broyat. C'est vraiment le jour à la nuit, donc elles sont pour l'instant très satisfaites. Sur les règles techniques, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a simplement du coup des tuyaux qui vont arriver au-dessus du broyat et avec différentes techniques qui vont être utilisées pour éviter le contact avec les eaux glisses. Donc on peut avoir une tuile qui va être un peu avancée sur le tuyau, on peut avoir un petit grillage, on peut avoir un gabion réalisé avec des pierres. Ça dépend un peu des sites. Un autre apprentissage, c'est que ça va faire partie aussi de notre travail dans les prochaines années pour préciser, on va dire, les règles techniques, aller vers des règles professionnelles. C'est que du coup, il faut que les tuyaux qui vont mener les eaux grises arrivent au-dessus du broyat pour que ces graisses puissent se dégrader, mais aussi au niveau du sol. On a remarqué, par exemple, c'est le schéma du bas, qu'il y a certaines personnes qui vont un peu essayer de tricher, qui vont par exemple manquer de pente dans leur jardin, du coup qui vont installer leurs tuyaux au-dessus du broyat, mais sous le niveau du sol. Ce qui peut être un problème en cas notamment de montée en charge du filtre, si jamais ça ne peut plus s'infiltrer. Et il y a un risque aussi pour que les parois du filtre s'affaissent dans la tranchée. Voilà, c'est des petits détails techniques. Mais cette expérimentation est vraiment utile pour nous pour préciser ça. Tu peux préciser un truc? À ce moment-là, vous faites une sorte de cratère, c'est-à-dire que vous démarrez d'ici et vous donnez une certaine pente au terrain pour qu'effectivement il n'y ait pas cette érosion de parois là qui risque de s'affaisser. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de services publics de l'assainissement non collectif, donc de spots dans la salle, mais c'était juste pour vous dire qu'on travaille à créer des outils pour que les services qui sont chargés du contrôle des installations puissent le faire, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que sur le territoire, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour les SPANC qui sont chargés du contrôle. Donc on a notamment édité ce modèle de contrôle de bonne exécution des installations qui servent aux SPANC, et ils sont déjà très, très heureux d'avoir une matière sur laquelle travailler. Sur le suivi scientifique, on se rend compte qu'on va être vraiment le filtre à Montréal, ça va être le dispositif d'assainissement non collectif le plus suivi scientifiquement en France. On est en train de réfléchir à l'historique des différents systèmes d'assainissement non collectif qui ont été suivis scientifiquement par les différents organismes de recherche sur le sujet. Et là, on va être à 10 ans de recherche scientifique sur le filtre à Montréal, et avec une instrumentation de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les 4 sites qui sont suivis. Là, c'est une installation. Donc là, on voit une sonde qui va mesurer la teneur en eau dans le filtre, et à côté, un petit dispositif qui va envoyer directement les données qui sont collectées. Donc l'objectif, c'est de valider les performances des filtres, notamment leur capacité hydraulique. C'est de contrôler la performance épuratoire et de confirmer le dimensionnement. Donc pour ça, on a différentes choses qui ont été installées. Donc sur la gauche, vous voyez la vue en coupe d'un filtre à broyat de bois qui est instrumenté par une rail. On va avoir à la fois une mesure du débit en entrée, donc la quantité d'eau qui va rentrer dans le filtre. On va avoir des piézomètres qui vont mesurer le niveau d'eau
à différents endroits, à la fois dans le filtre et à côté du filtre. Ce n'est pas une nappe qui va remonter sous le filtre. On a des pluviomètres et on a des sondes de teneur en eau à différents endroits dans le broyat et sous le broyat pour un peu suivre la capacité d'infiltration du broyat et son évolution au cours du temps. Donc ça, c'est sur la partie hydraulique. Et en dessous de ça, ça a été assez impressionnant, il y a des fosses de 2 mètres par 2. Donc vous imaginez le filtre. À côté ils ont fait une grande fosse de 2 mètres par 2 par 2 mètres de profondeur. Ils ont complètement enlevé la terre pour aller installer ce qu'on appelle une plaque isymétrique sous les filtres à broyat de bois pour aller du coup percoler, pour aller récupérer par contre ce qui a percolé au travers des filtres et au travers du sol, sans déstructurer le sol qui se trouve sous le filtre à broyat de bois. Pour nous, ça nous a paru complètement fou parce qu'on est sur des eaux grises, comme on disait, donc à la base très peu polluantes. Mais le ministère a souhaité du coup qu'on suive sur les différents paramètres qui sont suivis classiquement en épuration des eaux usées, le rendement épuratoire des filtres. Là, ils sont en train de se rendre compte notamment qu'il est très compliqué de caractériser, de définir d'où vient la pollution d'origine organique qui est récupérée. Est-ce que c'était la matière organique qui vient à la base des eaux grises, ou est-ce qu'en percolant au travers le broyat et le sol, ça va du coup se charger aussi en matière organique? Donc là, ils vont assez loin pour essayer de définir d'où vient la pollution. Et sur le dimensionnement, aussi un premier apprentissage qu'on a, c'est que actuellement sur nos règles de dimensionnement qui étaient données, par exemple sur une installation de 4 équivalents habitants, donc on a 4 mètres carrés de surface de filtration. On avait dans certains cas des installations avec 2 filtres, dans d'autres cas des installations avec 3 filtres, ou dans d'autres cas des installations avec 4 filtres. On va faire jouer la longueur des filtres et la largeur des filtres pour avoir la même surface de filtration. Et ça, c'est notamment un souhait de l'INRAE pour la suite, c'est de s'assurer que pour toutes les installations à l'avenir qui vont être construites de filtres en bois de bois, c'est qu'on ait, pour toutes les installations, la même surface active, c'est-à-dire la même surface en proportion, le même pourcentage de surface en fonctionnement par rapport à la surface totale de l'installation. Donc c'est qu'il y ait toujours, pour faire court, 1/3 des filtres qui sont en fonctionnement pour 2 tiers en repos. Donc ça, ils insistent vraiment là-dessus, l'INRAE, on est plutôt en phase. On est en train, là, d'ores et déjà, d'anticiper la phase d'expérimentation et d'essayer du coup de repréciser nos règles techniques pour aller vers ça. Voilà. Et donc là, ça l'a un peu dit, c'est comme vous l'avez présenté, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans qu'on travaille sur ces techniques. Et quand on fait l'historique des études scientifiques que l'on a menées ou des publications scientifiques, là vous en avez un aperçu, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est Catherine Boutet qui était la référente au niveau du PANAC, donc pour les ministères de la recherche, qui est la consultante, on va dire, pour les ministères. Aujourd'hui, c'est Rémi Clément, et on va travailler avec lui pour prouver tout ce qu'on a mis en place, qui commence à être très impressionnant, et notamment en publication et validation scientifique. Donc, c'est super, mais en même temps, parce qu'on voyait là, sur cette étude, par exemple, on est allé jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc on va passer dans des conditions vraiment très difficiles. Mais en même temps, comme l'a rappelé Arnaud, tout ça pour la partie qui est la moins polluante de l'assainissement. Mais si c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, que les ministères veulent pour changer la réglementation, ce qui est sûr, c'est que ça nous donne quand même des enseignements qui sont importants pour que ça fonctionne pour tout le monde, et c'est ce qu'a présenté Vincent. Donc ces enseignements-là sont quand même riches pour que dans ces conditions les plus défavorables, on a quand même des systèmes qui fonctionnent avec le système qui aujourd'hui reste le plus écologique de par ce qu'a rappelé Arnaud également, cet impact en termes d'énergie grise. Donc voilà, on montre un peu cette courbe, cette ligne plutôt, qui nous donne cette échéance de 2028 qu'on travaille assez fortement pour que les ministères qui sont de moins en moins nombreux au sein
de leur instance puissent quand même arriver à faire modifier une réglementation, enfin, pour que les techniciens, parce qu'aujourd'hui, là on parle de l'assainissement non collectif, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la référence aussi, c'est la seule référence aussi qu'il y a vis-à-vis de l'assainissement collectif, puisqu'il n'y a que cette partie qui parle des toilettes sèches. C'est que dans le cas de l'assainissement non collectif qu'on parle de toilettes sèches, il n'y a pas d'autre référence dans l'assainissement collectif. Et donc souvent ils font des transpositions vis-à-vis de l'assainissement collectif. Voilà, ça va changer. Et vous dire aussi que tout ce qu'on vous a présenté là, n'hésitez pas à le rechercher, que ce soit dans les publications, que ce soit sur le site internet du RE, que maintient à jour parfaitement Vincent, pour que voilà, vous vous posez des questions, mais par exemple, sur la technique, vous êtes dans ressources, et dans ressources, vous avez cet onglet toilettes sèches, compostage, eau ménagère. Et donc, eau ménagère, vous allez retrouver là, tout ce qu'on vous a présenté, qui vous permet de vous approprier également tous ces éléments. On a tenu le timing, puisqu'on avait prévu un bon temps et on l'a fait en 24 minutes, et Arnaud va rajouter quelque chose. Oui. Quand je suis sollicité pour proposer un projet de filtrage à la voie, la première chose que je fais, c'est que je demande le règlement de service du SPANC. Faites-le. Dans le règlement de service, vous serez, si oui ou non, vous serez pénalisé jusqu'à 400% si vous ne faites pas une installation qui est conforme. Et c'est sur ce mot qu'il va falloir travailler, la conformité. Donc, effectivement, soit il n'y a pas la pénalité, ouf, au moins on ne va pas risquer ça, parce que ça pose un très gros problème. Soit, effectivement, il y a un problème de pénalité, alors soit vous faites votre installation en douce, et puis un jour vous serez peut-être pénalisé, soit, effectivement, vous travaillez avec le SPANC pour essayer de faire comprendre quel est l'avantage du filtre à broie à bois par rapport à la fosse d'eau suivie du champ d'épandage. Ça, c'est la première chose. Ensuite, à partir du moment où vous allez avoir un jour ou l'autre la visite du SPANC, soyez exemplaires, s'il vous plaît. Ce que vous allez faire, ça coûte que 25% d'une installation classique. Donc, ne faites pas juste une tranchée au milieu des broussailles. Parce que moi, quand je fais ce genre de visite, c'est pas possible, quoi. Vous êtes dans une installation d'assainissement non collectif, dans une installation. Donc, il ne s'agit pas que ça soit au milieu d'un roncier, comme on l'a pu voir. Ok ? Ce serait bien aussi que les tranchées elles soient suffisamment proches les unes des autres et pas trop dispersées. Et puis, on a fait une visite avec Vincent où les composteurs, ils étaient de toilettes sèches, ils étaient dispersés dans la propriété, proches d'un lieu de passage de randonneurs. Ça ne marche pas non plus. On le fait avec 4 palettes. Non, on fait quelque chose de propre. Il faut qu'on soit vitrine. Si on veut être accepté, il faut qu'on soit vitrine. Et qu'on ne porte pas le flanc aux critiques et que le SPANC dise non, ce genre de choses, j'en veux plus. Parce qu'un SPANC, c'est un grand territoire. Nous, on a des SPANC, c'est 50 communes. Bah, si à la première visite, ça ne marche pas, bah, les 49 autres communes vont en pâtir. Et eux aussi ne seront pas acceptés. Soyons exemplaires. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller manger? 1, 2, 3. Est-ce que tu peux nous parler des installations dans les zones avec soit d'inondation, soit des pratiques qui ont pas mal sur certaines bords de la ville? Est-ce qu'il y a des cas comme ça? D'après la réglementation, on n'installe pas un dispositif d'assainissement collectif en zone inondable, peu importe le dispositif. C'est peu problématique et compliqué. Est-ce que tu as une réponse sur les zones inondables? Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un poste de relevage. Les postes de relevage sont des postes de relevage légers, parce que c'est sur des eaux ménagères, où il n'y a pas de matière fécale, de PQ, etc. Il faut un poste de relevage qui relève sur les filtres à broie à bois qui sont situés sur une zone exondée. Parce que ça peut se faire dans de la pente. Moi, c'était une question plus numérique de contexte. Vous avez présenté ce système de traitement des eaux ménagères par le filtre à broyat, mais est-ce qu'il existe d'autres? Je pense que c'est plus la phytoépuration. Alors, je crois que Dans l'historique par rapport à la réglementation, on n'est pas rentré dans tout le détail de la réglementation, mais il y a ce qu'on appelle les systèmes qui sont agréés, les systèmes conventionnels.
Dans les systèmes agréés, il y a par exemple le filtre planté que vous avez cité. Ça, c'est un système qui est agréé. Donc, de par l'agrément, aujourd'hui, il est agréé pour tous les eaux. Et après, chaque système agréé doit préciser si oui, ça marche ou pas pour les eaux ménagères ou pas. Mais pour l'instant, on avance très doucement avec les ministères sur ces questions-là. Mais ça, c'est les systèmes agréés, c'est des systèmes qui sont comme privatisés, brevetisés. Et donc, c'est celui qui le dépose, qui est passé par ce qu'on appelle un ON, un organisme notifié. Il y en a 2 en France, le CSTB et le CERI. Et c'est dans ce cadre-là qu'eux font leurs tests. Aujourd'hui, ils peuvent faire des tests que de ces systèmes tout aux eaux. On ne peut pas valider les systèmes agréés sur les systèmes d'eau ménagère aujourd'hui. Donc, c'est juste sur le déclaratif. Et ça, c'est un travail avec les organismes et le ministère. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'on ne soit pas du tout dans ce cadre-là. Nous, si on veut travailler, c'est pour être dans l'annexion de la réglementation, c'est ce qu'on travaille avec le ministère, c'est pour que n'importe quel bureau d'études, n'importe quel installateur, n'importe quel habitant de notre territoire puisse le mettre en place sans payer un agrément, sans payer un organisme qui est propriétaire d'un brevet. C'est pour que ce soit libre d'utilisation pour tous les habitants. C'est ça l'idée. Et ça, pour ça, il faut être dans ce qu'on appelle l'annexe 1, dans le système qu'on appelle conventionnel. Et dans, nous, encore la sous-catégorie de l'article 17 et d'un futur article pour le traitement des eaux ménagères. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence et qu'on travaille que là-dessus. Un filtre planté, au bas mot, c'est 10 000 €. Et c'est un système agréé aujourd'hui. On n'a plus de marge à travailler dessus. On a testé, on a travaillé avec le ministère, avec les représentants des filtres plantés. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc on n'a même pas ce que vous avez testé. Et puis ça nécessite une membrane de PDL, donc c'est du pétrole, et l'apport de granulats. Et ensuite, il faut une zone d'infiltration. C'est-à-dire que ce qui passe par le filtre planté, ok, c'est juste assez lourd, mais qu'est-ce qu'on fait de cette eau? Là, autant utiliser un filtre à broyat de bois ou on infiltre directement. Une question un peu technique là, sur le broyat de bois et la chute des eaux entre le tuyau et le broyat de bois. Est-ce qu'il y a une hauteur maxi ou mini? Est-ce qu'on l'a précisé? Est-ce que ça va être précisé ou pas? Je sais que Christophe va répondre sur le bon sens. Le bon sens, c'est le côté empirique. Mais il faut qu'on en sorte maintenant. C'est ce qu'on a, Vincent il a dit. On a essayé de faire des règles techniques, on essaye d'arriver à expliquer par des schémas, par des phrasés. Et là, maintenant, il faut qu'on arrive à des règles professionnelles, il faut qu'on arrive à faire cet exercice-là. Ce qui nous demande un vrai exercice et qu'on est accompagné pour ça par l'INRAE. Donc, on n'a pas défini la hauteur encore. Voilà, on dit le minimum c'est 2 cm. Voilà. On n'a pas défini encore un maximum, parce qu'on n'y a pas travaillé dessus encore. Voilà. Le minimum, oui, 2 cm. Alors si on reprend la législation, il y a toujours cette règle du risque pour les personnes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait aucun contact avec les eaux ménagères. C'est vrai que plus la chute va être importante, plus le contact va être possible. Et à ce moment-là, votre dossier est retoqué, vous avez 4 ans pour vous mettre en confinement. Ça, c'est le cas actuel de la réglementation, on ne sait pas, on verra. Mais aujourd'hui, on aimerait aussi s'appuyer sur plein de choses qui se passent. Voilà. Donc, on verra bien. Il y a Marie-Louise Corobin qui vient de sortir, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur Vivre les microbes, voilà, sur quel impact ça a, tout ce côté hygiéniste de la réglementation avec l'ANSES sur nos sociétés, sur les gens qui sont. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais quand même, on travaille là-dessus pour essayer il faut relativiser un peu ce contexte-là. Est-ce qu'il y a des odeurs au niveau du filtre, par exemple, les premiers mois que les microbiologies se mettent en place? Tu parles du tout ou d'autres moyens? Disons que sur des eaux ménagères qui sortent des tuyaux et qui après vont s'épandre sur un broyat de bois, non, aujourd'hui on n'a pas de retour de problème d'odeur des usagers. Puisqu'on le suit de façon très précise sur 30, mais on avait sur beaucoup plus d'installations en France que 30 installations. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de retour de plainte. Autant il faut être très vigilant, on l'a dit tout à l'heure, sur le compostage des toilettes de matière fécale, autant là sur des eaux ménagères qui courent d'un tuyau qui vont se déposer en surface, à l'air libre, pour l'instant on n'a pas eu ce retour. Juste pour réagir sur la nécessité d'être exemplaire, je suis assez d'accord, mais il faut l'être surtout sur les toilettes sèches. Et il y a besoin de beaucoup encore de formation
d'information et de sensibilisation auprès des techniciens SPAN, parce qu'on hérite quand même d'une logique d'assainissement conventionnel où on va regarder où sont les eaux usées, alors que les polluants, les pathogènes sont dans le composteur. J'ai accompagné la visite du SPAN sur un des sites qui est suivi en Ariège, il n'a pas été voir le composteur. Donc on a passé du temps à regarder les tranchées, les regards où il ne se passe rien, où le risque il est proche de zéro, et le composteur, si tant est qu'il y ait un risque majeur, il serait là, et le technicien n'a pas été le voir. Donc il y a encore un travail de sensibilisation et de formation des techniciens SPAN à faire. Oui, on est bien d'accord, et c'est un peu les documents qu'on essaye de produire. Hein. De toute façon, on peut le dire aussi de façon générale. Et oui, on est d'accord qu'on a beaucoup de travail, beaucoup de formations à faire, pour nous-mêmes aussi, pour pouvoir arriver à comprendre un peu tous les cas et tout ce qui peut se passer. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on avait déjà fait, pour rappeler le guide des techniciens SPAN. On avait déjà fait ces points de contrôle-là, en partenariat avec les réseaux SPAN de l'époque. Il n'y avait que l'ARTAC à l'époque, il n'y avait pas encore l'ARTAC. Mais on a déjà fait ce travail-là, et là c'est encore un nouveau travail à faire. Enfin, à reprendre en moins. Parce qu'il y a déjà pas mal de points de contrôle et ce que tu signales, ils sont déjà dans l'ancienne arrêté. Mais il faut que tout le monde s'approprie ces documents. Voilà, même c'est petit à petit. Je ne sais pas quel. Ouais. Alors, si je comprends bien, on vient notamment réhydrater le sol, réinjecter de l'eau. Donc en fait, ma première des 4 questions, c'est est-ce qu'il y a un lien, est-ce que c'est une solution, est-ce que c'est été estimé dans la lutte de ce qui s'appelle le phénomène de RGA, retrait, gonflement des argiles, puisque ici on a un apport régulier en eau, et est-ce que ça vient limiter cet effet de retrait, gonflement d'argile? Première question. Deuxième question, sur une parcelle qui serait très petite, est-ce qu'on peut envisager de marcher sur le broyat, quitte à mettre des caillebotis ou quelque chose comme ça par-dessus? Deuxième question. Troisième question, merci pour l'organisation et tout. Je passe sur mes expériences de 5 ans de compostage à 10 mètres de la table de jardin des voisins et ils n'ont rien vu, rien senti. Troisième question, je comprends qu'il y a une étude en cours par le RAE actuellement. Concrètement, est-ce qu'on peut encore embarquer dans l'étude? Et quatrième question, je veux bien un coup de main s'il y a quelqu'un qui veut me donner un coup de main en tant qu'artisan pour venir le faire. Je me rappelle de toutes les questions. Donc, est-ce qu'on peut intégrer l'étude? Celle-là, c'est non, c'est parti. Voilà, là, c'est maintenant. Voilà, il faut que. À la fin de l'année, on sera à la fin du suivi avec l'INRAE, donc on peut embarquer l'étude maintenant. Concernant le retrait-gonflement des argiles, en fonction de là où c'est, oui, ça peut avoir un impact sur le retrait-gonflement des argiles. Aujourd'hui, vous avez de la sécheresse, on pense que dans le côté collectif, on a beaucoup travaillé avec le Parc national des Pyrénées et des fois on a voulu faire des choses un peu différentes. Et les préfets, notamment quand on a des rencontres, vous savez, de tous les parcs nationaux, on a des préfets coordinateurs, on a un préfet coordinateur au niveau de la France, et il nous a souvent rappelé, en France, on a de la chance, et on peut faire des dérogations. Donc, ils nous ont souvent rappelé ça. Donc, il faut souvent qu'on utilise aussi ça quand on veut faire des choses un peu exemplaires, dans des choses assez particulières. Donc, vis-à-vis de ces éléments-là, il ne faut pas hésiter à utiliser ce système de dérogation quand on fait quelque chose d'exemplaire, quel que soit le système où on est, quelle que soit la réglementation. Pour le retrait-gonflement des argiles, la règle ce serait, à ce moment-là, si c'était le cas, d'être à plus de 5 mètres des bâtiments fondés. Et là, il n'y a pas de problème. Allez, peut-être une toute dernière, mais il faut qu'elle est là-bas. Alors, excusez-moi, les autres veulent nous déposer à Madame Noir. Voilà. Donc, la dernière question. Elle va être très rapide. On a parlé des bacs à graisse tout début là, au niveau de la réglementation. Est-ce que ça peut être contre-productif d'avoir un bac à graisse en amont du filtre ou pas? Mais disons que tout simplement que ça n'y est pas aujourd'hui dans l'arrêté. Donc vous n'avez pas vous poser la question parce que ça n'y est pas. Et aujourd'hui, on n'a pas d'exemple où ça nous a apparu nécessaire. Parce que les exemples, si quand vous n'avez qu'un bac à graisse à gérer, ça veut dire qu'il faut s'en occuper. Ça veut dire que vous n'allez pas faire venir un camion ménageur pour vous en occuper, parce que ça coûterait trop cher. Parce que
quand on le fait en principe, c'est parce qu'on a déjà une fosse. Et les retours qu'on a de gestion des bacs à graisse aujourd'hui, ils sont plutôt négatifs. Scientifiquement, si vous interrogez une raillée sur le retour des bacs à graisse, ils vont vous donner un retour négatif. Donc, vous n'encombrez pas d'un ouvrage coûteux et compliqué à gérer, alors que la vie du sol peut très bien s'échanger de façon assez simple. Mais est-ce que ça n'a pas un impact justement de la vie du sol va moins se développer elle se nourrit de ça aussi Scientifiquement, je ne suis pas capable de vous répondre aujourd'hui, et je pense qu'une raillée n'a pas travaillé scientifiquement le côté impact sur la vie du sol négatif ou positif jusqu'à ce niveau-là. C'est assez spécifique, c'est un petit ouvrage. Merci beaucoup pour avoir suivi cette matinée qui était dense et